Science. Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science où aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, une pièce maîtresse de la science puisqu'il va s'agir de passer à l'épreuve du feu, la théorie qui est certainement la plus consensuelle et la plus ardemment défendue par les guerrieros de la biologie. J'ai nommé la théorie darwinienne de l'évolution des espèces. La science, c'est savoir se remettre en question. Le bon scientifique ne cherche pas à prouver qu'il a raison avant d'avoir écarté toutes les possibilités qu'il ait tort. En d'autres termes, une bonne théorie est une théorie qu'on a d'abord essayé de démolir de toutes ses forces par tous les moyens, Même en lui faisant écouter Miley Cyrus? surtout en lui faisant écouter Miley Cyrus, avant de se rendre compte qu'en fait elle résiste vachement bien. Parce que pour les scientifiques, il n'y a pas 36 façons de savoir si on peut esquiver une balle avant qu'on se la tire dans le pied, il faut essayer. La théorie de l'évolution n'est pas irréfutable, elle a ses limites, des points faibles, des piliers qui, si on parvient à les faire céder, feront s'écrouler tout l'édifice darwinien. Dans cette vidéo, nous allons donc vous présenter les 6 meilleures façons de dynamiter ces piliers et de passer la théorie de Darwin à la moulinette pour voir dans quel état elle ressort. On ne s'intéressera ici qu'à l'évolution, que nous opposerons à la fixité des espèces. L'origine de la vie, c'est un autre problème. Certes, l'hypothèse fixiste ne permet pas de résoudre cette énigme, sauf par l'intervention d'événements surnaturels. Et l'hypothèse évolutionniste peine à la résoudre, par des modèles encore largement théoriques. Nous ne nous intéresserons pas non plus au dessin intelligent, une petite fantaisie mêlant maladroitement événements surnaturels et évolution des espèces. Ici, il s'agira donc de savoir comment démontrer scientifiquement qu'une, plusieurs, ou même toutes les espèces qui peuplent notre planète n'ont jamais évolué. C'est déjà un bien assez vaste programme, vous verrez. Non, parce que des démonstrations bas de plafond qui tiennent pas la route, allant du risible à l'obscur, en passant par le capillotracté et le « oh, ce serait presque convaincant si ça n'était pas de si mauvaise foi », il en existe des brouettes cosmiques à foison. Tenez, avant d'attaquer la vraie science, voici 2 exemples d'arguments qui ont l'air pas si mal, voire scientifiques à première vue, mais qui en fait ne cassent pas 3 pattes à un canard. Ouais. Le premier est celui faisant appel au principe physique de la thermodynamique. L'évolution des espèces, selon cet argument, créerait de l'ordre, de la complexité si vous voulez, dans un univers où la simplicité semble régner et serait donc contraire au principe de la thermodynamique. Pour faire simple, l'évolution serait tout bonnement impossible selon les lois de la physique. Ça sonne très sérieux pour peu qu'on sache ce que sont ces principes, mais en fait il n'y a même pas besoin de les connaître pour se rendre compte que ça ne marche pas. En effet, il convient de préciser que tous les principes de la thermodynamique commencent par la sacro-sainte introduction dans un système clos et à l'équilibre, c'est-à-dire dans un système isolé et stable. Ces principes s'appliquent donc très bien sur le contenu d'un tupperware opaque et hermétiquement fermé perdu dans le vide spatial, mais pas du tout sur Terre, où la biosphère reçoit en continu de l'énergie provenant du Soleil et de la matière venant des météorites. C'est donc tout sauf un système clos et à l'équilibre. Par définition, les principes de la thermodynamique ne s'appliquent pas dans le cadre des êtres vivants et de leur évolution supposée. Le second mauvais argument est celui dit de la complexité irréductible. Il s'agit ici de dire que la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui est bien trop complexe et que la nature est trop bien faite pour avoir évolué graduellement en passant par différents stades intermédiaires moins perfectionnés. L'exemple le plus couramment cité est l'œil, car pour qu'une image nette se forme, la cornée, le cristallin et la rétine doivent avoir une forme, une structure et une position finement réglée. Comment une espèce équipée d'une moitié d'œil aurait pu y voir clair ? Ça semble recevable, non? Sauf qu'il est impossible de prouver que la complexité irréductible existe. En l'occurrence, il ne suffit pas de dire « je ne vois pas comment ça a pu évoluer » pour prouver que ça n'a pas évolué. Vous reconnaîtrez que c'est assez faible comme démonstration. Ne pas comprendre un phénomène ne prouve pas son inexistence. Ça peut donc être trop facilement balayé même par de mauvais contre-arguments. Et puis de toute façon, il s'agit pas ici de s'attaquer un par un aux arguments en faveur de l'évolution. Ça prendrait des plombes. Non, là, il s'agit bel et bien de découvertes qui d'un seul coup gagnant, dévastateur, réduiraient à néant la théorie darwinienne en prouvant que l'évolution ne peut pas exister. Mais il se fait déjà tard et je sens que vous trépignez d'impatience. Alors voici sans plus attendre les 6 fléaux des évolutionnistes, les 6 découvertes qui pourraient invalider l'évolution des espèces et qui peut-être vous feront rentrer un jour au panthéon des grands chercheurs dans l'histoire avec un grand H comme celui ou celle qui aura détruit le plus inébranlable des paradigmes en biologie. Première découverte. Un fossile humain dans le Précambrien. Si les espèces n'évoluent pas, alors on doit être capable de retrouver des fossiles d'espèces actuelles, et ce dans des strates géologiques de tout temps, y compris dans des couches aussi vieilles que le Précambrien, c'est-à-dire plus vieilles que 500 millions d'années. Trouver un crâne humain, l'espèce dont l'évolution est la plus contestée, serait un must. La classe internationale. Attention, il s'agit bien là de retrouver un crâne rigoureusement identique à celui d'un humain d'aujourd'hui, pas quelque chose qui ressemble vaguement comme c'est le cas pour les soi-disant fossiles vivants.
En effet, les sélacantes actuels, les sélacantes, car ils sont en fait 2 espèces, appartiennent au genre Latimeria, qui est suffisamment différent de tous les sélacantes fossiles qu'on a retrouvés pour qu'on puisse dire qu'il n'existe pas de fossiles de Latimeria. Un fossile vivant sans fossile, ça la fout mal, hein? Idem pour les limules, qui ont l'air de ne pas avoir évolué vu d'au-dessus, mais qui vu d'en dessous possédaient autrefois des branchies sur les pattes, qu'elles n'ont plus aujourd'hui. Même un tout petit peu d'évolution, c'est déjà trop. Là, il faudrait donc un fossile d'humain qui soit sans équivoque humain, pas un australopithèque, pas un néandertal, non, son identité à Homo sapiens ne devrait laisser aucun doute. Attention mesdames et messieurs, soyez attentifs, car les roches du Précambrien n'ont pour l'instant livré que des fossiles de tapis bactériens et d'autres trucs visqueux uniquement. En tout cas, rien ne possédant une colonne vertébrale. Donc pour convaincre la communauté scientifique de l'authenticité de votre découverte, il vous faudra être irréprochable sur de nombreux points. Premièrement, il faudra que l'authenticité du fossile lui-même ne fasse aucun doute. Of course! Les conditions de la découverte devront faire l'objet d'une transparence complète et d'une traçabilité totale, pas d'approximation. Exit les trucs achetés sur les marchés de Chine ou du Maroc, dont on ne sait que vaguement d'où ils viennent, quand on sait seulement d'où ils viennent. La couche géologique d'origine du fossile devra être connue et accessible à la communauté scientifique pour analyse. On sait jamais, on pourrait trouver d'autres ossements. Et le sédiment contenu à l'intérieur du fossile devra être identique à celui qui compose cette strate. Pas question donc de nettoyer le fossile à fond. Là, il faut du sûr, du solide. Si l'affaire de l'homme de Piltdown nous a bien appris quelque chose, c'est qu'un scientifique, même de bonne foi, peut être dupé par ses collaborateurs et se faire refiler un faux fossile. Donc, pour démontrer qu'il ne s'agit pas d'un faux fossile, il vous faudra être capable de vous fournir au moins un scan complet de votre découverte, afin que sa structure interne puisse témoigner qu'il ne s'agit pas d'un assemblage de plusieurs spécimens. C'est du reste devenu une démarche de routine en paléontologie depuis l'affaire de l'Archéoraptor, un assemblage de fossiles de dinosaures à plumes qui ont été collés tous ensemble par des marchands pour former un squelette complet afin de le vendre à un meilleur prix. Deuxièmement, il faudra qu'il provienne d'un gisement connu. Les strates datant du Précambrien sont rares, et ce malgré le fait que cette période de temps recouvre paradoxalement les 3/4 de l'histoire de notre planète. De plus, la plupart de ces terrains sont faits de granit, une roche magmatique venue des profondeurs de la Terre, donc dépourvue de fossiles. Ce qui fait que les roches sédimentaires, celles issues des dépôts de surface et les seules susceptibles de contenir des fossiles, sont encore plus rares. Elles sont bien connues des géologues car elles contiennent souvent de l'or. Et moi j'aime bien ça alors! Donc pas d'entourloupe possible, si ça vient d'ailleurs que de l'un de ces endroits, c'est aller simple direction poubelle. J'avais dit poubelle. Trop tard. Troisièmement, il faudra bien évidemment, car c'est le point central que vous voulez démontrer, que la datation du fossile ne laisse aucun doute. Le mieux serait d'utiliser la datation absolue si quelques cristaux de zircon sont disponibles, afin qu'un âge minimum puisse être déterminé avec précision grâce aux isotopes de l'uranium. D'autres techniques de datation indépendantes devront être pratiquées, et le tout par plusieurs laboratoires indépendants. C'est à ces très lourdes conditions, et uniquement à ces conditions, que vous parviendrez à dissiper n'importe quel doute quant à votre découverte, forcément hors norme. Deuxième découverte. L'absence de structure phylogénétique. La phylogénie, c'est un peu la généalogie des espèces vivantes. C'est une technique qui permet de représenter les liens de parenté entre espèces sous la forme d'un arbre. Mais un arbre phylogénétique n'est pas tout à fait un arbre généalogique. Voici l'arbre généalogique qui m'unit à ma famille, et voici l'arbre phylogénétique qui m'unit aux mêmes personnes. Constatez qu'on ne sait pas qui descend de qui dans ce deuxième arbre. Tout ce qui peut être dit, c'est que je suis plus étroitement apparenté à ma mère qu'à ma grand-mère, mais plus rien ne permet de dire que ma mère est mon ancêtre. Elle pourrait tout aussi bien être ma sœur. Cet arbre nous dit juste qu'il doit exister un ancêtre commun entre eux. Mais comme on ne sait pas quel est cet ancêtre commun, alors on parlera d'ancêtre commun hypothétique. Dans le cadre de la théorie de l'évolution, quand les biologistes et les paléontologues comparent la morphologie ou les gènes des espèces, ils obtiennent des arbres similaires. Mais si les espèces n'évoluent pas les unes des autres, alors il ne peut pas y avoir d'ancêtre commun, donc il ne peut pas y avoir de ramure à cet arbre, donc il n'y a pas d'arbre du tout en fait. C'est un râteau ou un peigne, c'est comme vous voulez. S'il n'y a pas d'évolution, alors il ne peut pas y avoir de structuration de l'ADN ou de la morphologie en fonction des histoires communes à ces espèces, puisque ces espèces ne doivent par définition n'avoir rien en commun. Durant les années 80 et 90, une découverte a fait trembler les évolutionnistes. La découverte du groupe des Afrothères. Vous ne savez pas ce que c'est ? Rassurez-vous, car jusqu'à très récemment, les biologistes ne le savaient pas non plus. Il s'agit d'un groupe de mammifères partageant un patrimoine génétique en commun, mais rassemblant des espèces anatomiquement si différentes les unes des autres que cela semblait aller à l'encontre de toute forme de logique évolutive. Songez un peu. Dans les Afrothères, on retrouve les gigantesques éléphants, Les minuscules rats à trompe, des taupes d'oreilles. un fourmilier africain nommé l'Oryctérope. Non, sérieusement, ça existe ça ? Mais oui, je suis sûr que tu connais celui de la panthère rose ou bien Arthur. Des produits de la mer, j'ai nommé les siréniens. Des sortes de marmottes à 3 doigts qu'on appelle les damans. Et enfin, des insectivores aux airs de Pokémon
phénomène dont je suis à peu près sûr que vous n'avez jamais entendu parler, les Tenrecs. Voilà. Tout ça, selon la théorie de l'évolution, là, toutes ces bêtes, là, elles ont un ancêtre commun, hein. Ça fait rêver, hein. Votre mission, si toutefois vous décidez de réfuter l'évolution, sera de démontrer que des excentricités telles que les afrothères sont omniprésentes dans la nature. Il vous faudra donc séquencer le génome entier, c'est-à-dire l'ensemble de l'ADN d'un maximum d'espèces vivantes, et de multiplier les analyses phylogénétiques jusqu'à démontrer qu'on n'obtient jamais 2 fois le même arbre. Vous feriez ainsi la démonstration que l'homme est aussi différent d'un chimpanzé que d'une bactérie, que d'un arbre, que d'une poule. Que nous sommes tous très différents les uns des autres, ce qui démontrerait qu'aucun lien de parenté ne nous unit. Bonne chance, ce message se détruira dans 5 secondes. Ça a presque l'air simple dit comme ça, mais en réalité, il va falloir vous accrocher. Car si l'arbre phylogénétique du vivant est faux, alors cela implique que la totalité de l'ADN des gènes de toutes les espèces qui ont été étudiées jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire quelques milliers, nous a menti. Ce qui n'est pas peu dire. Et oui, dire que les afrothères ont un ancêtre commun, ça paraît grotesque à première vue, mais il faut bien vous rendre compte que face à un truc pareil, les scientifiques n'ont pas opiné du chef en disant « Ok, ouais, bah c'est cool. J'aime bien comme ça. Allez, on garde. » Non, ils ont potassé leurs fiches, revérifié la totalité du génome de toutes les façons possibles et imaginables, pété et répété leurs analyses sur toutes les espèces de mammifères connues pour voir si on retrouvait toujours la même chose. Et les gènes sont unanimes, les afrothères partagent bien un patrimoine génétique unique qui, s'il n'est pas hérité d'un ancêtre commun, n'aurait que très difficilement pu se retrouver là, à l'identique, complètement par hasard. Le vieil adage « c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte » n'aura jamais été aussi vrai qu'avec les afrothères. En tout cas, si on accepte l'explication évolutive. Il existerait sur notre planète entre 8 et 30 millions d'espèces, mais on n'en connaît qu'1 million. Tout le reste nous est inconnu. Il s'agirait pour la plupart d'insectes, de plantes et surtout de bactéries. De ce million d'espèces, le génome d'uniquement quelques milliers d'entre elles est à l'heure actuelle décrypté, ce qui laisserait une confortable marge de manœuvre à qui voudrait démontrer que l'ajout de nouvelles espèces à ce qu'on appelle l'arbre de la vie le démolirait. Notez qu'une fois de plus, la traçabilité et l'origine des séquences d'ADN que vous présenterez devra être irréprochable. Les séquences génétiques devront être extraites de vos échantillons par plusieurs laboratoires indépendants et devront être versées sur une base de données en ligne et en libre accès pour tous, comme GenBank par exemple, afin que n'importe qui, mais surtout d'autres scientifiques bien sûr, puissent vérifier vos résultats. Il vous faudra donc renoncer à la paternité de toutes vos belles découvertes et accepter qu'on passe derrière vous pour vérifier tout ce que vous faites. C'est ça la science, et ce n'est qu'à ce prix que les biologistes accepteront vos conclusions. Car en vérité, les phylogénéticiens sont plutôt habitués à ce que l'ajout d'espèces nouvellement découvertes bouleverse ce qu'ils croyaient savoir de l'arbre de la vie. Cela a par exemple été le cas quand la découverte des bactéries Loki a modifié plus d'un tiers de la topologie de l'arbre de la vie. De plus, les généticiens savent que parler d'arbre du vivant n'est pas tout à fait vrai, car dans le détail, il y a des échanges entre les branches de l'arbre. Vos cellules contiennent des mitochondries, qui sont d'anciennes bactéries reconverties en symbiotes. Leur ADN est typiquement celui d'une bactérie. Pourtant, on en retrouve des morceaux dans notre propre ADN, à nous, des gènes de bactéries dans notre génome. Pour les biologistes, l'arbre de la vie est donc en fait un réseau, ou plus poétiquement, un delta de la vie avec des ramifications qui se croisent. Pour surprendre la communauté scientifique, il va vous falloir découvrir un maximum de nouvelles espèces. Alors laissez tomber la blouse et enfilez plutôt vos bottes. Parce qu'avant même de travailler l'ADN dans un laboratoire, il va vous falloir patauger dans la gadoue de la forêt amazonienne à la recherche de nouvelles espèces. Et dépêchez-vous, tant qu'il en reste encore un peu de forêt. Troisième découverte. La sélection naturelle n'existe pas. La sélection naturelle, c'est un peu le cœur de l'évolution, le Saint Graal. Dans le cadre de la théorie de l'évolution, c'est elle qui donne une direction à l'évolution en ne permettant pas à toutes les excentricités que le hasard des mutations peut produire de se perpétrer. Les mutations délétères, ou non avantageuses, s'éliminent d'elles-mêmes. D'où le côté naturel de la sélection, tandis que les autres se maintiennent dans les populations, voire se répandent. Mais cela prend plusieurs générations. Dans le cadre de la théorie de l'évolution, si la sélection naturelle n'existait pas, alors les espèces évolueraient tous azimuts sans possibilité de s'adapter réellement, et finiraient donc toutes par s'éteindre. Dans cette situation, le lapin n'est pas en concurrence avec le renard, il est en concurrence avec les autres lapins. Seuls les lapins les plus habiles à semer les renards survivront aux renards et se reproduiront, donnant naissance à des petits lapinous toujours plus rapides et bondissants. Mais si la sélection naturelle n'existe pas, si la chasse du renard n'applique aucune pression de sélection et tue les lapins qu'importe leur habileté, alors les lapins évolueront sans jamais s'adapter et certainement finiront par disparaître.
C'est en tout cas le scénario que la théorie de l'évolution laisse envisager. Sans sélection naturelle, pas d'adaptation, donc pas d'évolution sur le long terme. Donc si on démontre que la sélection naturelle n'existe pas, alors on démontre que l'évolution tout entière n'est qu'une mystification. C'est aussi simple que ça. Un guerrier rose de l'évolution vous répondrait que pour que la sélection naturelle n'existe pas, il faut que la façon de mourir, ou du moins de ne pas parvenir à se reproduire, soit totalement aléatoire, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas être évitée par une quelconque aptitude des espèces vivantes. Genre des pluies de mini-météorites qui s'abattraient au pif, ou la foudre qui frapperait n'importe où, n'importe quand et n'importe qui, ouais. Mais maintenant, vous savez que ce type d'argument, basé sur le je comprends pas comment ça peut exister, alors ça n'existe pas, n'a pas de valeur de démonstration. Mettons plutôt en place un protocole scientifique bien sérieux qui pourrait nous permettre de fournir une vraie réponse. Comment démontrer que la sélection naturelle n'existe pas ? La sélection naturelle est un phénomène d'élimination non aléatoire des variants qui sont les moins avantageux. En gros, si t'es pas bon dans ce que tu fais, tu sors. Enfin, je veux dire, tu te reproduis pas. Donc il faudrait créer plein de souris de laboratoire mutantes, des mutants un peu nazes, mais aussi des mutants vachement balèzes, genre des mâles avec plein de testostérone et puis des femelles capables de produire beaucoup de lait, Ça doit pouvoir se faire ça, ouais, c'est envisageable. Et puis après, on les lâche dans la nature et on voit si elles se reproduisent aussi bien que les non mutantes. Si la sélection naturelle n'existe pas, alors les souris mutantes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, produiront autant de descendants que les individus normaux. Pour une fois c'est simple, et le résultat sera sans équivoque. Comme de mettre la théorie de la gravitation universelle à l'épreuve en lançant une souris en l'air et en ne la voyant jamais retomber. Quatrième découverte. La rareté des mutations bénéfiques. L'ADN, c'est le support de la vie, notre code barre. Les instructions écrites en minuscules à l'intérieur de nos cellules et qui permettent de construire, faire fonctionner et entretenir les êtres vivants que nous sommes. Dans le cadre de la théorie de l'évolution, ce sont les changements réguliers dans le code de l'ADN, les fameuses mutations génétiques, qui alimentent l'évolution des espèces. Les mutations s'accumulant, les populations finissent par diverger, ne plus se ressembler et finalement deviennent de nouvelles espèces. Si la sélection naturelle est le moteur de l'adaptation, les mutations génétiques en sont incontestablement le carburant. Si nous sommes tous différents, et c'est un fait, c'est entre autres parce que l'ADN mute. Entre 20 et 30 mutations nous distinguent en moyenne de nos parents. Mais la théorie de l'évolution n'en est pas vraie pour autant. Car ces variations de l'ADN pourraient fort bien ne pas avoir d'effet sur le long terme. Il y aurait quelques micro-variations locales, de la micro-évolution, mais les mutations pourraient par exemple s'annuler entre elles, ce qui résulterait à la globale fixité des espèces, l'absence de macro-évolution. Dans le cadre de la théorie de l'évolution, pour que la macro-évolution ait lieu et qu'une espèce évolue visiblement, il faut qu'une série de mutations avantageuse soit positivement sélectionnée par la sélection naturelle. Nous sommes tous porteurs de mutations, des bonnes, des mauvaises, et d'autres qui n'ont pas d'importance. Mais démontrer la trop grande rareté des mutations bénéfiques par rapport aux autres mettrait à mal l'hypothèse de l'évolution des espèces. Le problème, c'est qu'il est quasiment impossible de définir ce qu'est une mutation bénéfique. Prenez par exemple le leucitisme. Il s'agit d'une maladie génétique qui décolore la peau et les poils, mais contrairement à l'albinisme, les animaux comme les gens qui en sont atteints n'en souffrent pas trop. Voire s'en sortent très bien, comme la top modèle Diandra Forest. Cette maladie peut s'avérer un inconvénient dans les milieux où le soleil tape fort et où la peau a besoin d'être protégée. Mais au contraire, elle peut favoriser l'absorption des UV nécessaires à la synthèse de la vitamine D sous les latitudes moins clémentes, ou tout simplement servir de camouflage. Inconvénient d'un côté, mais avantage de l'autre. Il en va de même pour la drépanocytose, une très grave maladie du sang héréditaire, mais qui dans certaines conditions confère une protection naturelle contre le paludisme. Comment dire si cette mutation est bénéfique ou pas ? Tantôt c'est une maladie, tantôt c'est un bouclier naturel contre une autre maladie. Un autre exemple, le gène APOL1. Apollo 1 ? Non, APOL1. Sa mutation empêche le bon fonctionnement des reins, mais la même mutation protège de la maladie du sommeil. Le bénéfice d'une mutation n'est donc qu'une question de contexte. C'est pourquoi, à vouloir démontrer la rareté des mutations dites entre guillemets bénéfiques, vous risquez de vous casser les dents. Nous vous recommandons donc de passer votre chemin. Cinquième découverte. Une diminution de la biodiversité. C'est un fait, les espèces disparaissent, et les traces indiscutables d'espèces qui ont un temps existé mais n'existent plus sont préservées dans la roche. Si les espèces n'évoluent pas pour donner naissance à de nouvelles espèces, alors la biodiversité ne peut que diminuer au fil des temps géologiques. C'est en tout cas ce qui se passerait si aucune nouvelle espèce n'arrive sur Terre autrement. Il suffit donc de jeter un coup d'œil dans le registre fossile, de compter le nombre d'espèces disparues qui sont connues, tracer une courbe de la biodiversité au fil du temps, et de voir comment elle varie. Si elle est restée constante ou a augmenté, c'est perdu. Mais si elle a diminué, alors c'est gagné. En utilisant le registre fossile marin, le paléontologue Leif van Valen a calculé que la longévité moyenne d'une espèce était de 2 à 10 millions d'années environ. Imaginez alors combien d'espèces auraient parcouru le monde il y a 3 milliards d'années.
Le travail s'annonce titanesque. Néanmoins, ne vous faites pas de cheveux, car deux paléontologues nommés Rope et Sepkoski vous ont déjà mâché tout le boulot. Ils ont eux-mêmes utilisé toutes les données disponibles dans les années 80 afin de tracer la dite courbe, et voici le résultat. Ouais, la biodiversité sur Terre semble avoir plutôt globalement augmenté au fil du temps. En tout cas, elle a pas diminué. Mais bon, en même temps, cette courbe date d'il y a 30 ans, donc il n'est pas exclu que les découvertes plus récentes aient quelque peu fait changer la tendance. De plus, le fait qu'on retrouve plus d'espèces dans les niveaux de plus en plus récents pourrait être simplement dû à une meilleure préservation des fossiles dans les strates les moins anciennes. D'ailleurs, ce ne sont pas des espèces qui figurent sur ce graphique, mais bien des familles. Il y a donc un manque d'informations. Et surtout, la biodiversité actuelle est largement dominée par les plantes, les insectes et les bactéries, qui tous se fossilisent assez mal et ne sont donc pas représentés sur cette courbe. Ah oui, uniquement les invertébrés et les protozoaires marins sont représentés ici. Donc cette courbe souffre de nombreux biais et ne reflète qu'une petite partie de la vérité. Des défauts qu'il vous faudra corriger si vous vous lancez dans cette belle aventure et vous sentez le courage de hanter les bibliothèques universitaires afin d'éplucher la longue littérature à la recherche de toutes les espèces fossiles qui ont jusqu'à aujourd'hui été recensées. 6e découverte. L'existence d'une espèce 100% altruiste. Selon la théorie de l'évolution, les êtres vivants sont des machines à transmettre leurs gènes. La reproduction, voilà tout ce qui compte. Et tous les moyens sont bons pour favoriser sa survie et maximiser ses chances de transmettre son patrimoine génétique à ses descendants. Le crime, Le vol, mais aussi la coopération. le mutualisme, Et pourquoi pas la symbiose? reste évolutivement profitable tant que tout le monde y trouve son compte et tant qu'il y a un avantage égoïste pour chacun. Mais qu'une espèce agisse 100% au bénéfice d'une autre sans en tirer la moindre contrepartie, ça, la théorie de l'évolution ne le prévoit pas. Et pour tout vous dire, elle prévoit tout le contraire, sa disparition. Une espèce ne peut évoluer pour une autre qu'elle-même. Pour ceux qui auraient du mal à visualiser le concept, prenons un exemple accessible à tout à chacun, c'est le moment de parler football. Prenons une équipe de foot, 11 joueurs. Quand ils gagnent, ils sont grassement payés, et quand ils perdent, ils sont moins bien payés. La situation optimale pour l'équipe, c'est que tout le monde se donne à fond, et alors c'est la gloire et l'opulence assurée. Mais dans la réalité, ça ne se passe jamais comme ça. Il y en a toujours un au moins pour ne rien glander, ne pas bouger ses fesses, et encaisser les gains et toute la gloire en profitant du dur labeur des autres. Il peut tout avoir sans rien faire, à quoi bon courir? La situation la plus optimale pour l'équipe n'est pas la meilleure pour l'individu, ce qui favorise les profiteurs et les tricheurs. Mais maintenant, imaginez la situation contraire. Un virtuose du ballon rond, un joueur hors pair qui ferait gagner l'équipe à tous les coups, mais qui jouerait pour rien, pas un rond, ni argent, ni gloire. À la fin du match, il remballe ses crampons, fait la bise à tout le monde et s'en va sans demander son reste. Alors ce joueur à la générosité hors du commun serait un altruiste, un vrai. Et dans la nature, ce genre de comportement n'a que des inconvénients. Non mais imaginez seulement la tête de sa femme quand elle le voit rentrer le soir à la maison sans un sou. Une espèce, ou même un individu au sein d'une espèce donnée qui agirait comme ce joueur de foot, au mépris de sa propre existence, uniquement pour le bien des autres, disparaîtrait aussitôt. Ainsi, une espèce dont les individus sacrifieraient sciemment leur capacité de reproduction à ceux d'une autre espèce auquel ils ne sont pas apparentés, et ce sans en tirer aucun bénéfice direct ou indirect que ce soit, ne peut pas exister. En tout cas, pas si l'évolution est vraie. Pour faire simple, découvrez une espèce d'antilope qui offre son corps en pâture au lion sans la moindre résistance et vous ferez la preuve que cette espèce particulière ne peut pas être issue du processus évolutif tel que les scientifiques d'aujourd'hui l'entendent. Même si, comme nous l'avons déjà dit, la plus grande majorité des espèces vivantes reste encore à découvrir, cela ne s'annonce pas de tout repos. En effet, beaucoup de relations entre espèces donnent l'impression d'être altruistes alors qu'elles sont en fait égoïstes. Chez certaines espèces d'oiseaux, un individu peut faire la sentinelle. Il fait le guet et se sacrifie pendant que les autres boivent, mangent, dorment et se reproduisent tranquillement. Mais cet oiseau fait partie de la même espèce que ses congénères, et bien souvent de la même fratrie. Ce qui est un inconvénient pour lui reste donc un avantage général pour le groupe, et a fortiori pour l'espèce entière. Donc, ces gènes y trouvent leur compte, mais indirectement. Le mutualisme et la symbiose sont des relations à bénéfice réciproque, qui confèrent aux deux protagonistes des avantages égoïstes. Dans le cas du parasitisme, l'être parasité ne se laisse pas gentiment infecter et ne se rend pas sans combattre. On pourrait croire que les animaux de compagnie se sacrifient pour le bien de l'homme, mais il n'en est rien. Même eux, dont l'origine n'a pourtant pas grand-chose à voir avec la sélection naturelle, tirent un avantage reproductif de leur domestication. Il n'y a qu'à voir l'immense nombre de chiens, de chevaux et de poules qui parcourent le monde par rapport à la quantité de leurs homologues sauvages. Et cela s'applique aussi aux plantes, comme les céréales, qui nous nourrissent gentiment, mais y trouvent aussi leur compte en matière de reproduction et en termes de protection contre les insectes et les intempéries.
Pour éviter tous ces écueils, il vous faudra donc découvrir deux espèces bien distinctes engagées dans ce type de relation, l'une exploitant l'autre pour se nourrir ou se reproduire, ou les deux. Vos meilleures chances sont évidemment parmi les micro-organismes. Oubliez les lions et les gazelles. Il vous faudra ensuite démontrer qu'il n'y a aucune chance pour que le protagoniste exploité tire le moindre avantage de cette relation, ni directement, ni indirectement, et qu'il ne s'en protège pas non plus. Mais s'il se défend, ça marche pas. Enfin, il vous faudra démontrer que cette situation est durable dans le temps et pas simplement temporaire. Et oui, si l'espèce exploitée finit par disparaître suite au mauvais traitement que lui inflige l'autre, ou qu'au contraire elle finit par apprendre à s'en défendre, ça prouvera rien du tout. Le monde des micro-organismes, que dis-je, L'Empire. des êtres unicellulaires, conserve encore beaucoup de ses secrets. Alors haut les cœurs, car c'est certainement l'une de vos meilleures chances de rentrer un jour dans l'histoire. En conclusion, si une seule de ces 6 découvertes venait un jour à être faite, en remplissant toutes les conditions de validité que nous venons d'énoncer ici, alors il est certain que les tenants de la théorie de l'évolution pourront commencer à sérieusement remettre en question ce qu'ils croient savoir sur l'origine des espèces. Vous avez toutefois certainement soupiré de résignation devant l'immensité des tâches à accomplir pour qui souhaiterait rentrer dans l'histoire en s'attaquant à la validité de la théorie de l'évolution. C'est qu'il faut prendre la pleine mesure des qualités de cette théorie, car malgré ses imperfections, la théorie darwinienne de l'évolution des espèces n'en reste pas moins une théorie très aboutie et au pouvoir descriptif, explicatif et prédictif très efficace. Mais ce n'est pas parce que jusqu'à présent elle a résisté aux assauts de toutes les nouvelles découvertes scientifiques ayant pu l'invalider qu'il faut pour autant qu'elle se repose sur ses lauriers. Il ne faut donc pas hésiter à secouer vigoureusement ce vieil arbre qu'est la théorie de l'évolution pour voir s'il est encore solide. Par ailleurs, on n'en attend pas moins des tenants des théories alternatives d'en faire autant avec leurs arbres à eux, qui sont autrement plus anciens. Ah mais c'était bien marrant ces petits épisodes à contre-courant. À force de s'amuser, on en a oublié la plus importante des découvertes qui prouverait que les espèces n'évoluent pas. Ah bon? Quelle découverte? Et tout bêtement, démontrer scientifiquement, de façon reconnaissable et reproductible par chacun, l'existence réelle et bien palpable d'une force qui obligerait les espèces à rester fixes. Ouais, c'est pas faux.